Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est votre plateforme de débat dominical sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté, des duels ou des duos pour décrypter les faits majeurs de la semaine. Au menu ce soir, 501 articles, 6 livres, 125 pages. Ainsi se présente le Code général des collectivités territoriales décentralisées adopté cette semaine. D'abord par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat. Véritable Bible de la décentralisation au Cameroun, ce document reprend l'ensemble de la législation relative. Il marque une avancée certaine dans le processus en termes d'autonomisation des collectivités territoriales décentralisées. Alors que la majorité de l'opinion s'en réjouit, des voix discordantes se font entendre à propos de l'article 246 qui souligne le rattachement du maire de la ville à l'une des communes de la région. Ces voix croient voir derrière l'orthotonie des menaces sur le vivre ensemble et l'unité nationale. Qu'en est-il? Scène de Presse ouvre le débat. Débat également ouvert ce soir sur le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Recommandé lors du dialogue national, ce statut spécial souligne la spécificité anglophone. Du coup, outre les 18 compétences accordées aux 8 autres régions, ce statut ouvre la porte pour d'autres compétences en faveur des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Quelles pourraient être ces compétences? Quel est le contenu actuel du statut spécial en termes de fonctionnement et d'organisation? Les réserves soulevées par une certaine opinion ont-elles lieu d'être? Question sur la table du débat dans quelques instants. Juste le temps pour nous de relire ce que nos confrères de la presse écrite ont écrit sur le sujet. Et c'est dans la revue de presse que signe Régine Gladys, le Bouddha. A tout de suite. Une nouvelle ère se charpente dans la presse cette semaine. Dès lundi, Cameroun Tribune flaire un tournant décisif avec la session extraordinaire du Parlement. Ligne par ligne, les députés examinent le projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Un code dont mutation décode les implications. 15% des recettes de l'État seront désormais allouées à la décentralisation. Et les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont dotées d'un statut spécial, gage d'une meilleure autonomie. Les contours du privilège s'étalent dans Cameroun Tribune. Une assemblée régionale, un conseil exécutif régional, un Public Independent Conciliator et une plus grande inclusion de la Common Law. Le Code général est fort de 7 livres et de 503 articles, mais un seul alinéa engendre de vives querelles dans les colonnes de mutation. La mer à boire se tasse dans l'article 246, alinéa 1, qui introduit la notion d'autochtonie comme préalable pour porter l'écharpe de mer. Le mot divise l'opinion dans le jour, mais le oui des députés est sans appel dans Cameroun Tribune. Les élus dans leur majorité ont estimé que le code ne fait qu'encoder une vieille pratique. Bien qu'adopté, mutation ne voit rien de spécial dans le nouveau statut du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors que le SDF avale la pilule, la France s'est dit prête à soutenir le processus. La grande mue peut donc s'enclencher. Bonne semaine et à dimanche sur la scène. Merci Régine Gladys Le Bouddha pour cette revue de presse et retour sur le plateau du débat. Avec moi, Maître Emmanuel Mbiam, député et vice-président de la Commission des lois constitutionnelles à l'Assemblée nationale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez vu passer cette loi? Non seulement je l'ai vu passer, mais j'y ai travaillé. Absolument. Alors, tout en face de vous, Dr George Ewane, qui est le porte-parole du Grand Dialogue national. Bonsoir et bienvenue. Merci, Madame Medion, de m'avoir sur votre plateau. Je dis bonsoir à Maître Mbiam, que j'ai le plaisir de rencontrer sur un plateau de télévision. Je crois qu'ils ont fait un travail énorme au niveau de l'Assemblée nationale. Et je crois que le peuple camerounais doit être content de ce travail fait.
Alors nous allons justement décortiquer quelque peu ce volumineux document. Nous n'avons pas la prétention de faire le travail que cette commission-là a fait. Nous allons juste prendre quelques éléments que nous avons qui nous ont semblé importants, et c'est de cela que nous allons parler tout au long de cette émission. Et donc, nous allons commencer tout de suite par le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La Constitution du Cameroun, dans son article 62, stipule que la loi peut tenir compte des spécificités de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement. Alors, maître, pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce sont bien les spécificités linguistiques et l'héritage historique qui constituent les lignes de démarcation avec les autres régions. Il faut bien le souligner, le statut spécial qui a été accordé aux régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest l'a été en raison des spécificités qui sont de l'ordre linguistique et de l'ordre, je dirais, sociologique. En ceci que la langue usitée là-bas, c'est évidemment l'anglais, mais les pratiques de la société sont des pratiques qui diffèrent des nôtres. Et c'est pour cela que le législateur a tenu à donner à ces régions une manière, je dirais, particulière de gérer les affaires publiques. Et cette manière particulière est différente de ce qui est pratiqué dans les 8 autres régions de notre pays. Alors, c'est bien noté. Nous allons revenir plus tard sur les différences au niveau des compétences. Alors, Dr George Ewane, ce statut spécial, on le sait, était l'une des propositions très attendues du Grand Dialogue national qui s'est tenu du 30 septembre au 4 octobre dernier. Alors, de votre point de vue, est-ce que ce statut correspond à l'esprit de ce qui avait été proposé à l'époque? Oui, je crois. Non seulement ce statut spécial correspond à cet esprit, je peux me permettre de dire que ce statut spécial va même au-delà de ce qui a été exprimé pendant le Grand Dialogue national. C'était la commission numéro 8, je crois, sur la décentralisation. Il ne faut pas oublier que dans cette commission, il y avait beaucoup de sons de cloche, mais les membres de cette commission se sont entendus sur un statut spécial se basant sur l'article 62.2 de la Constitution qui permet à notre pays d'accorder un statut spécial à certaines régions. Vous venez de le dire tout à l'heure, ça s'est basé sur la spécificité linguistique et l'héritage historique. Maître Ndiama a ajouté ce qui est sociologique. Je crois que ceux qui étaient au Grand Dialogue national, les anglophones, je dirais les Camerounais du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, qui attendaient ce statut spécial, doivent aujourd'hui être contents de ce qui s'est passé, du document final qu'on a. Je dis souvent qu'il y a un peu de nostalgie dans ces deux régions-là, une nostalgie historique, nostalgie politique même, nostalgie linguistique. Alors, aujourd'hui, ce statut spécial, je crois que ça comble toute cette nostalgie. Vous savez qu'un peuple est souvent fier de son identité. Je crois que les gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont aujourd'hui cette identité tant souhaitée. Alors, vous parlez tout à l'heure de la commission de la décentralisation lors du Grand Dialogue. On se souvient que ce jour, que lors des travaux, cette commission il y avait eu quelques remous dans cette commission-là. Il y a même eu à un moment les suspensions des travaux. Il y a eu des gens qui sont partis, qui sont revenus. Mais finalement, comme vous l'avez si bien dit, ils ont pu s'entendre sur cette option-là. Alors, pour une certaine opinion, ce statut spécial est à mi-chemin entre le fédéralisme et la décentralisation. Est-ce que c'est votre point de vue? Alors, il faut d'abord que ceux qui le disent puissent nous expliquer la différence entre le fédéralisme et la décentralisation, parce qu'on fait toujours l'amalgame des deux. Moi, particulièrement, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'est le fédéralisme qui ne se trouve pas dans ce texte, parce que c'est quoi? C'est donner une certaine autonomie à des régions, et donner une certaine autonomie même jusqu'au niveau des communes. Et ce texte donne cette autonomie-là. Je voulais dire que pendant le Grand Dialogue national, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y avait beaucoup de polémiques dans la salle.
il y a ceux qui sont venus avec l'idée du fédéralisme. Et ils étaient vraiment pas très nombreux, mais ils avaient une force. En plus, ils venaient du sud-ouest et du nord-ouest. Et il y avait ceux qui ont estimé que non, on ne pouvait pas parler du fédéralisme parce que la commission n'ouvrait pas une porte pour qu'on puisse parler du fédéralisme. Donc c'est ça qui a créé ce petit achoppement au début des travaux. Mais je crois que le Premier ministre, chef du gouvernement, président du Grand Dialogue National, a pu intervenir pour dire non, laissons les gens discuter. Et de fédéralisme, et de décentralisation, de n'importe quel sujet. L'essentiel, c'est que les Camerounais s'accordent sur quoi ils veulent que le pays ressemble. Alors, même ceux qui étaient pour le fédéralisme se sont accordés à dire que non, le statut spécial était mieux. C'est pour ça que ça a été adopté, ce statut spécial. Alors, Maître Mbiam, selon l'article 329, ces régions s'administrent désormais librement par des organes élus, à savoir l'Assemblée générale et le Conseil exécutif régional. Quelles sont les missions et les prérogatives de ces instances-là? Alors, on va donc pouvoir expliquer enfin aux auditeurs, aux téléspectateurs, ce que contient le statut spécial de la région du Sud-Ouest et de la région du Nord-Ouest. Comme vous l'avez si bien rappelé, chaque région comprend une assemblée régionale. Et dans cette assemblée régionale, il y a 2 chambres. Une chambre des délégués départementaux et une chambre des chefs traditionnels. Maintenant, comment va s'effectuer le travail? Les 2 chambres seront réunies et convoquées aux mêmes dates. Et chaque chambre va mener une activité qui fera en sorte que les délibérations qui sont votées dans une chambre soient également communiquées à l'autre chambre. Et c'est cette navette-là qui va établir d'abord l'équilibre dans les délibérations. Et ensuite, il faut constater qu'il y a des domaines de compétences de chaque chambre. En ce qui concerne la chambre des délégués départementaux, celle-ci a compétence pratiquement sur tous les sujets. Et la chambre des délégués, qui sont des chefs traditionnels, a compétence pour des questions qui regardent la culture, la chefferie traditionnelle. Mais n'empêche que les 2 chambres travaillent au même moment sur tous les sujets. Maintenant, il va falloir expliquer à nos téléspectateurs que ces chambres régionales statuent sur ce qui leur est donné comme compétence de travail. Cela concerne d'abord le sous-secteur de l'éducation. Parce que vous savez qu'en matière d'éducation, on a toujours eu des problèmes avec le sud-ouest et le nord-ouest. Maintenant, ces chambres vont pouvoir travailler sur ces sujets-là librement et émettre, bien sûr, des délibérations. Justement, à propos de ces 2 éléments que vous avez soulignés à travers, à savoir l'éducation et la justice, il y a encore des textes qui sont attendus et ça fait encore débat. Pourquoi la loi n'est pas totalement déserte sur cette affaire? Pourquoi on ne dit pas tout une fois dans ce document-là? Non, il faut savoir qu'il y a d'abord le décor. Non, là, nous avons fixé le décor de travail. Maintenant, il y a des spécificités qui pourront faire l'objet de lois particulières. Par exemple, vous avez parlé de la justice. Il faut savoir que là-bas, il y a le système de la common law. Et nous savons que la justice est gérée par une loi qui s'applique à tout le territoire camerounais. Maintenant, ces assemblées régionales vont pouvoir faire des suggestions sur l'application de la common law. Parce qu'il faut savoir que vous avez suivi des revendications, par exemple des avocats qui voulaient créer là-bas un barreau de la common law par région. Donc on va voir comment est-ce qu'on va harmoniser cela, d'autant plus que, vous le savez, l'État a déjà concédé sur la place de la common law aussi bien à la Cour suprême que dans les tribunaux qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Donc, il y a des lois particulières qui vont pouvoir intervenir dans chaque domaine. Alors justement, parlons de ces lois particulières, mais en ce qui concerne à l'échelon national, on disait tantôt qu'il y a 18 compétences qui sont accordées de manière générale à toutes les régions, sauf qu'en ce qui concerne le nord-ouest et le sud-ouest, il y a des compétences spécifiques. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces différences-là? Quelles sont les différences? Quelle est la différence qu'il y a entre les compétences accordées aux 8 régions francophones et celles accordées aux des régions anglophones, en quelques mots? Mais les compétences qui sont accordées aux régions anglophones le sont en fonction de leur spécificité. Je vous ai parlé du sous-système de l'éducation. Je peux vous parler également de l'économie, parce que vous savez que là-bas, il y a des spécificités sur le plan économique. Et l'État a tenu à ce que ces régions-là puissent elles-mêmes débattre de ces problèmes-là et proposer à l'État des solutions appropriées. Donc, ce sont des domaines qui sont particuliers à ces régions, qui sont mis en évidence. Et je vous ai d'ailleurs rappelé que ces régions-là travaillent de manière libre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles peuvent décider de se saisir d'un problème, d'en débattre et puis de voter des délibérations dessus qui seront ensuite notifiées aux représentants de l'État. C'est noté. Alors, Georges Ewane, vous avez écouté Maître Mbiam tantôt sur les différentes compétences, les missions qui sont donc dévolues à cette Assemblée, qui peut participer à l'élaboration des politiques publiques nationales relatives au système éducatif anglophone, la création et la gestion des missions régionales de développement et l'élaboration du statut de la chefferie traditionnelle. Alors, que répondez-vous à quelqu'un comme Maître Emmanuel Achou-Agbo, qui est avocat et qui estime que les conseils régionaux et les assemblées régionales ont les mêmes attributions, qu'il ne s'agit là que d'une sorte de maquillage? Alors, je crois que Maître a déjà répondu à cette question. Bon, vous savez... Et ce qu'il y a derrière, c'est qu'il estime qu'on aurait dû donner la possibilité à cette assemblée-là de légiférer, vous qui parlez de nostalgie tout à l'heure. Oui, je dis qu'une loi, je n'ai pas lu cet aspect-là, mais je dis qu'une loi peut être modifiée. C'est la première chose. C'est pas parce que l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté qu'on ne peut pas avoir des modifications. C'est ce qu'on appelle en anglais un framework. Right? À l'intérieur, on peut ajouter ou enlever, ça dépend. Il faut attendre, voir comment ça évolue. On ne peut pas s'asseoir aujourd'hui et dire que non, ce n'est pas bon, c'est bon, et si ce n'est pas bon, non. Il faut laisser le temps, laisser l'application de cette loi-là, voir comment les différentes chambres fonctionnent, et on peut, au fur et à mesure, on peut harmoniser ou alors faire ce qu'il faut faire. Mais je crois que c'est trop tôt. C'est trop tôt de porter un jugement sur des chambres qui n'ont pas encore commencé à fonctionner vraiment. Alors, la question demeure sur celle concernant la nostalgie dont vous parliez il y a quelques instants. D'aucuns estiment qu'on aurait dû permettre à cette assemblée régionale-là de légiférer comme cela se faisait par le passé. Mais c'est une erreur. On ne peut pas donner à ces assemblées le pouvoir de légiférer. Il faut savoir que nous sommes un pays, nous sommes une république. Et nous avons le Parlement qui est composé de 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Voilà l'organe qui légifère au Cameroun. On ne peut pas permettre aux assemblées régionales de légiférer à la place de ce Parlement qui fait l'objet d'un titre particulier de la Constitution de notre pays. Non, je crois que le critique, la personne qui vous a inspiré la question, Maître Emmanuel Achou-Agbo. Maître Emmanuel Achou-Agbo, comme je disais, c'est nostalgique. Je crois qu'il voulait avoir une assemblée régionale. Dans sa subconscience, c'est qu'il fallait une assemblée régionale dans le nord-ouest, peut-être une autre assemblée régionale dans le sud-ouest, et qui vont légiférer. Non, nous sommes... Comme je dis, le statut spécial entre dans le cadre d'un texte global. D'un texte global. Dans la République. Voilà, dans la République. Et c'est à l'intérieur de ce texte global qu'on a le statut spécial. Alors, ça ne fait pas exactement du nord-ouest ou du sud-ouest un État dans un État. Non, on leur donne des spécificités.
historiques, sociologiques, linguistiques, même judiciaires, c'est-à-dire la justice, le common law, l'éducational system, le système éducatif et tout ça. Donc, dire qu'il faut avoir une assemblée régionale qui peut légiférer. Non, je crois que c'est un peu aller trop loin, parce que là, vous n'aurez plus un pays, vous aurez un pays dans le pays. Et le président Biya est clair là-dessus. Même le peuple camerounais est clair là-dessus. Il faut donner au sud-est et au nord-est une spécificité, mais en les laissant dans la République. C'est alors très justement, important. en les laissant dans la République, comme vous le dites, il y a derrière également la question du désengagement réel de l'État. Jusqu'où le pouvoir central a-t-il laissé les mains libres aux régions du nord-ouest et du sud-ouest? Bon, alors, il faut faire intervenir ici une personnalité qui est nouvelle dans cette configuration. C'est le fameux Public Independent Conciliator. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est institué par l'article 367 alinéa 1. Voilà une personnalité qui est une personnalité indépendante, nommée par décret du président de la République pour 6 ans, non renouvelable. Alors, cette autorité va s'ériger en conciliateur de tous les conflits qui vont naître de la part des citoyens vis-à-vis des assemblées, de la part des citoyens vis-à-vis des services publics. Et ce citoyen camerounais aura la possibilité de donner des injonctions, soit à l'administration, soit aux assemblées, soit aux services publics visés pour rétablir la justice. Et voilà une institution particulière qu'on ne retrouve pas dans les autres. C'est une innovation. Oui, mais qui existait aussi ce qu'on appelle le whistleblower. C'est-à-dire, lui, c'est un observateur, il a droit d'entrer quelque part, enfin, dans un bureau, dans l'Assemblée, et vérifier comment ça fonctionne, enquêter. Et on ne peut pas lui refuser des documents. On ne peut pas lui opposer des secrets professionnels. Voilà, on ne peut pas lui opposer des secrets professionnels. Ça veut dire qu'il n'y a pas de secret professionnel quand ça le concerne. Donc, c'est un whistleblower qui va constater peut-être que oui, ça marche bien, ou alors il y a un problème quelque part, et qui va donc dire non, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Donc je crois que c'est particulier à ces régions. Oui. Parce que dans les 8 autres régions, on ne retrouve que le rôle des représentants de l'État dans le rôle d'assister, n'est-ce pas, et de conseiller les conseils municipaux et les conseils régionaux. Alors, sauf que derrière, la question, c'est celle de savoir pourquoi ce médiateur, si on veut le dire en français, pourquoi ce médiateur est nommé par le président de la République. C'est pour garantir son indépendance. Bien sûr, sur proposition de... Voilà. C'est pour garantir son indépendance et son impartialité. Parce qu'il faut bien comprendre ceci. Nous sommes toujours en République. Et le garant de la vie en société dans la République, c'est le président de la République qui est élu au suffrage universel direct. C'est tous les Camerounais qui élisent le président de la République. C'est pour cela que ce Public Independent Conciliator est nommé par décret du président de la République. Et pour une durée de 6 ans, non renouvelable. Mais et après proposition, après consultation avec d'autres personnalités de la région. Alors, en préparant l'émission ces derniers jours, il y a également une nuance ou alors un problème que j'ai pu tirer des journaux, tant pour moi, c'est celui qui concerne l'origine de ce médiateur, c'est-à-dire autant en ce qui concerne les présidents des conseils régionaux, il est clair selon la loi qu'il doit être originaire de la région concernée, autant en ce qui concerne ce médiateur, la loi semble plutôt silencieuse. Est-ce que c'est le cas véritablement, Maître Biya? Attendez, soyons pratiques. Il y a un conseil régional dans le sud-ouest, un conseil régional dans le nord-ouest. Pourquoi voulez-vous qu'on nomme comme conciliateur dans le sud-ouest quelqu'un qui n'est pas du sud-ouest? Sauf que la loi ne le dit pas clairement. Est-ce que la loi dit clairement que le médiateur doit être
originaires de la région concernée. La loi ne le dit pas. C'est seulement ce médiateur est nommé par le président de la République, mais sur proposition, n'est-ce pas, du conseil régional. Donc, conseil régional, je ne crois pas que le conseil régional va proposer quelqu'un qui n'est pas de cette région. De cette région. Donc, ça serait étouffer une loi pour rien. Exact. Donc, c'est clair. Donc, à tout prendre, Georges Ewaner, vous pensez que ce statut spécial correspond absolument à l'esprit du grand dialogue national et qu'il demande juste à être expliqué, à être mieux expliqué aux populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Oui, moi je crois que ce que vous faites déjà est très bien. Il faut l'expliquer parce que c'est 501 articles, 112 articles seulement sur le statut spécial. Il faut prendre du temps pour lire, mais je sais aussi que les Camerounais n'aiment pas lire. Donc il faut expliquer. Je crois qu'il y a un projet, je ne trahis pas un secret, des caravanes qui vont faire la descente dans le nord-ouest et le sud-ouest pour pouvoir expliquer aux populations ce qui est spécifique, historiquement parlant, enfin, un héritage historique, spécificité linguistique et tout ça. Il faut expliquer aux populations du nord-ouest et du sud-ouest ce que ce statut spécial contient vraiment. On le fait déjà, mais je crois qu'il faut expliquer davantage. Et vous allez constater que les petites explications qu'on a déjà pu mener sur le terrain apportent déjà les fruits. Dès qu'on a adopté l'Assemblée nationale, enfin, dès que est-ce que ça correspond aux réponses qui devraient être données aux revendications qui ont conduit à la crise que nous vivons dans ces régions-là? Si. Mais n'oubliez pas, Madame Dou, qu'il y a 2 ou 3 catégories de personnes dans le sud-ouest et du nord-ouest. Il y a des sécessionnistes purs pour qui rien n'est important. C'est-à-dire, vous pouvez voter 10 000 lois, changer tout ce que vous voulez, ils veulent l'indépendance. C'est la minorité. Ils ne parlent que pour eux-mêmes. Parce que si vous faites une sorte de opinion poll dans le nord et le sud-ouest, vous aurez un résultat contraire. Alors, il y a ceux qui parlaient du fédéralisme, qui se sont rejoints avec ceux qui parlaient du statut spécial. Alors, aujourd'hui, je parle par expérience, ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est vrai qu'il y a encore quelques poches de résistance. Mais il faut avouer que ce statut spécial est vraiment salué et accepté par les populations. Mais il faut encore l'expliquer plus pour qu'ils comprennent que ce statut spécial leur donne une certaine autonomie que les autres régions n'ont pas. Exactement. Que les autres régions n'ont pas. C'est-à-dire ils peuvent décider de ce qu'ils veulent faire dans leur région, alors que dans d'autres régions, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, ça, c'est une sorte d'indépendance. Et il faut souligner, on ne l'a pas encore dit assez, c'est ces 2 chambres qui vont cohabiter dans l'Assemblée régionale. C'est ça. Vous savez, au nord-ouest et au sud-ouest, il y a une véritable, je dirais, tradition de respect de la chefferie traditionnelle. Les Fon, ce sont des gens puissants. Et de reconnaître à ces Fon une chambre qui leur est réservée. House of Chief. Qui est constituée de 20 chefs traditionnels. Cette chambre-là va pouvoir travailler au même moment que la chambre qui regroupe les délégués départementaux. Qui eux sont au nombre de 70. Qui eux sont 70, les chefs sont 20. Vous savez que dans tout conseil régional, il y a donc 90 conseillers, dont 70 délégués départementaux et 20 chefs traditionnels. Mais contrairement aux autres régions, des 8 autres régions, eh bien, ici, dans le sud-ouest et le nord-ouest, la chambre des chefs va travailler au même titre que la chambre des délégués départementaux. Ce qui leur donne un pouvoir important pour pouvoir influer sur la marche de leur société. Et ceci sera très apprécié des chefs lorsqu'on va mettre en place ces chambres au niveau de l'Assemblée régionale. Je voulais ajouter, Madame, si vous permettez, le maître bien va me corriger si j'ai fait une erreur, parce que il n'est pas question de parler du nord-ouest-sud-ouest comme une entité. Il est question de parler du sud-ouest et du nord-ouest. Et du nord-ouest. Oui. Absolument raison. C'est très important. Parce que là, c'est une précision qui vaut la peine. Oui, parce que là, ça résout un autre problème. Exact. Un problème
qui a été débattu lors du grand dialogue national. Parce que si vous mettez ces deux régions ensemble, avec un Regional House of Assembly ensemble, et ça va créer d'autres problèmes. Alors, pour pouvoir protéger... Et là, il s'agit de spécificités culturelles. Le sud-ouest qui est plus Sawa. Voilà. Et le nord-ouest qui est plus Grassfield. Donc, il faut expliquer ça. Et quand le cardinal Toumi est rentré de sa caravane, il a dit au Premier ministre, même devant les micros de la CRTV, the people are waiting for the special status. Il faut ça très rapidement. Je crois que c'est une idée qui me vient en tête. Rapidement, il faut le renvoyer sur le terrain encore pour dire aux gens que voici ce que vous attendiez, voilà ça. Qu'on puisse expliquer aux Camerounais, surtout du nord-ouest et du sud-ouest, le special status. Mais je crois que ça porte des fruits des gens et c'est très important. C'est entendu, messieurs, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour écouter les journalistes, notamment les éditorialistes qui parlent de l'orthotechnie, qui a fait l'objet de plusieurs débats sur la place publique depuis quelques semaines, en rapport bien sûr avec ce code général sur les collectivités territoriales décentralisées. Et c'est dans la rubrique édito. À tout de suite. Voilà, vous en savez autant que nous. Pour moi, c'est un faux débat autour de cet article-là, parce que jusqu'ici, la nomination des délégués du gouvernement a toujours respecté cette disposition-là, c'est-à-dire cette autochtonie-là. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas un véritable changement. Le seul changement qui intervient, c'est qu'il n'y a plus de nomination. C'est-à-dire que ce sont les maires des communes d'arrondissement qui vont désormais élire le délégué du gouvernement en question, du moins le maire de la ville. Ce code répond à pas mal de doléances que certains peuples autochtones ont exprimées. Moi, par exemple, je suis côtier. Souvent, certaines populations pensent qu'ils sont étouffés. On doit savoir que l'hospitalité ne doit pas être considérée comme un défaut. Donc, de temps en temps, il y a des moments où il y a cette friction-là où les peuples autochtones pensent que même chez eux, ils ne sont pas très bien représentés et que s'ils ne sont pas représentés chez eux, ce n'est pas ailleurs qu'ils le seront. Le maire de la ville est donc celui qui est visé à l'article 246. Il ne s'agit pas des autres maires, à savoir les maires d'arrondissement dans la ville et les maires des communes qui ne font pas partie d'intercommunalité, du régime ou du registre de l'intercommunalité. Quand on parle d'un autochtone, c'est quand même quelqu'un qui est né quelque part, c'est quelqu'un qui connaît mieux les populations dont il représente, les populations dont il va diriger en tant que délégué du gouvernement ou en tant que maire de la ville, désormais. C'est la nouvelle appellation. Donc pour moi, il n'y a pas un débat autour de cette question-là. Je pense qu'il faut toujours trouver les équilibres. Moi, j'ai lu ce code qui donne des marges de manœuvre à tout le monde de se sentir concerné, à tout le monde de se sentir représenté. C'est ça l'essentiel. Avant, on avait les délégués du gouvernement qui parfois venaient de ces villes ou de ces départements. Maintenant, c'est un peu élargi à tout le monde qui est de ces régions. Donc aujourd'hui, tous les maires ne sont pas visés. On peut bien être originaire d'une autre région du Cameroun et être maire de la commune d'arrondissement de Kribi 1er, de Déa 1er, de Yaoundé 6e, de Douala 2e, ainsi de suite. Mais être maire de la ville commande non pas qu'on soit absolument originaire de cette ville, mais originaire de la région. Et de ce point de vue, je crois qu'en codifiant la question du profil en termes d'origine socio-ethnique du maire de la ville, ce projet de texte règle plutôt un problème pour ceux qui jusque-là souffraient de ce qu'ils étaient peut-être originaires d'une région, je ne voudrais pas citer des cas, et non de la ville dans laquelle ils étaient nommés délégués du gouvernement.
Voilà, vous en savez autant que nous sur ce que pensent les éditorialistes sur cette question relative à l'autochtonie. Le débat continue sur la place publique et continue également sur votre émission ce soir, sur Scène de Presse donc. Et Sa Majesté Célestin Bédigui, qui est président du Parti de l'Alliance libérale, nous a rejoint sur le plateau du débat. Bonsoir et bienvenue. Mes hommages, madame, et bonsoir à tous les spectateurs. Alors, je ne sais pas si je devrais vous féliciter pour le verdict en faveur de votre parti dans le cadre du contentieux préélectoral. Non, je crois qu'il faut plutôt féliciter la justice de notre pays, parce que très peu de personnes pouvaient imaginer que, face à une requête introduite par le RDPC, notre parti aurait un avantage, l'avantage du verdict, c'est-à-dire que la liste que je conduis à mon atelier serait validée conformément à ce qu'avait décidé l'ECAM. Donc je crois que c'est la police, c'est la justice qu'il faut féliciter. D'autant plus que à l'occasion de cet exercice, j'ai passé 18 heures dans une salle d'audience, ça ne m'était jamais arrivé. Je me suis rendu compte que, en matière de démocratie, nous avons beaucoup encore à apprendre. Et la démocratie à la camerounaise risque d'être, ou en l'état, est comme un fromage hollandais. Vous connaissez le fromage hollandais, il est rond, tout beau, mais puis quand on le fend, à l'intérieur, il y a plein de creux. Et quand on parle de ça, je pense à ça parce que nous nous sommes retrouvés dans une situation où il y a des problèmes qui étaient posés qui semblaient être des dénis totaux même de la libre décision d'un candidat à figurer sur une liste ou à ne pas figurer. On a vu des gens qui étaient traînés là parce qu'on disait que il est le candidat de mon parti, il ne devrait pas être sur une liste. De toutes les façons, vous avez donc obtenu gain de cause et désormais vous êtes prêt pour la campagne électorale dans le cadre de ce scrutin du 9 février prochain, ce double scrutin du 9 février prochain. Mais ce n'est pas l'objet de notre débat ce soir. Nous continuons de parler du Code général portant sur les collectivités territoriales décentralisées. Et vous, Célestin Bédigui, vous avez comme une tribune libre cette semaine dans les colonnes du quotidien Mutation. Et parlant du Code général de la décentralisation, vous dites trêve d'enthousiasme. Pourquoi? Oui, parce que d'abord, il faut rendre je dis non. Il faut féliciter les équipes qui ont travaillé à ces textes parce que c'est la première fois, ou tout au moins c'est l'une des rares fois où on a affaire à un texte d'une telle ampleur, tant sur le plan physique que sur le plan du contenu. 500 articles, 6 livres, 125 pages. C'est impressionnant. Je vois que cette équipe, l'équipe du professeur Obama, pas du professeur Obama, du ministre Obama, doit être félicitée. Mais ceci étant, il faut tenir compte de ce que le temps court. Je ne parlerai pas de précipitation. Le temps court qui a présidé à son élaboration peut avoir laissé s'y infiltrer des points de réserve. Le principal point de réserve, c'est cet article 246. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir dans quelques instants. Alors, Maître Biam, vous, par contre, vous pensez qu'il s'agit là d'un document révolutionnaire? Il faut d'abord souligner, à la suite du président Bédigui d'ailleurs, que le Parlement, dans ses deux chambres, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, a tenu à présenter d'abord ses félicitations au président de la République, son Excellence Paul Biya, et qui a tenu à faire parvenir ce texte au Parlement. Et on a également félicité l'équipe du ministre de la décentralisation, M. Elango Bam, Georges, et qui a travaillé d'arrache-pied. Cette équipe a passé des nuits blanches pour mettre au point ce document. C'est un important document. Vous l'avez souligné d'ailleurs, Lucrèce, tout à l'heure. Il est volumineux,
il est consistant, comme l'a dit le président Bézigui. Et nous, à la commission des lois constitutionnelles, nous y avons consacré du temps pour l'étudier article par article. C'est pour cela que je tiens à le souligner. Ce texte tient à être connu. Il faut que les Camerounais puissent connaître ce qu'il y a dans ce texte pour en apprécier la juste valeur. Alors justement, ce qu'il y a notamment, ou par exemple dans ce texte, c'est ce dont parlait Célestin Bézigui il y a quelques instants, c'est cet article 246 qui stipule que le maire de la ville est une personnalité autochtone de la région d'attachement de la communauté urbaine. Et vous, Célestin Bézigui, vous pensez que cette disposition institue ce que vous qualifiez d'apartheid civique? Oui, non, je pense surtout que conformément à la pratique de dans ce genre d'exercice, cette notion nouvelle qui est introduite dans notre législation aurait dû être explicitée dans ce texte. C'est-à-dire qu'il aurait fallu lui donner un contenu, l'autochtonie. Qu'est-ce que c'est que l'autochtonie? En d'autres termes, il se serait agi de savoir est-ce que l'autochtonie est fondée sur ce qu'on appelle le droit du sol, c'est-à-dire le lieu où réside quelqu'un depuis sa naissance, ou bien depuis un certain temps, ou bien est-ce qu'elle est fondée sur le lien de sang, c'est-à-dire sa parenté. Et même en prenant le problème de l'autre bout, lorsque ce serait, par exemple, le lien de sang, je vois mon fils qui m'a appelé, il m'a dit « Papa, je suis où moi ? Quelle peut être la limite ou le plafond de verre, quel est le plafond de verre de mes ambitions politiques? Parce que je suis Betty, né au centre, mes parents sont nés au centre, même mon épouse est de l'ouest, elle est Banjoun. Alors, et mon fils est né à Douala. Alors, quand demain il faudrait qu'on le définisse, quelle est son autochtonie, quel est le critère qui devrait prévaloir? Devra-t-il s'agir du droit du sol, du jus soli, ou bien du droit de sang, c'est-à-dire sa parenté? Alors, il me semble que l'une des principales faiblesses qu'il faudra compenser dans les années à venir, et très rapidement, ce serait justement de définir, de donner un contenu juridique au terme autochtone et, en face, au terme allogène. Sinon, on reste dans le domaine de l'implicite. Or, en matière de droit, et Maître le confirmera, l'implicite doit avoir la place la plus étroite possible. C'est parce que l'implicite ouvre la droit aux interprétations qui peuvent être contradictoires, alors que l'explicite permet à tout le monde de s'accorder sur un point de droit pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Alors, Maître Biab. Alors, pour l'entendement de nos téléspectateurs, il faut d'abord expliquer ce que c'est que le maire de la ville, désormais. Le maire de la ville remplace l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine. Voilà la situation du problème. Avant, le délégué de la communauté urbaine était une personnalité nommée par le gouvernement, issu de l'endroit où la communauté urbaine était implantée. Je prends le président Bézigui à témoin. Nous n'avons eu que des délégués du gouvernement qui étaient ressortissants de l'endroit même où était implantée la communauté urbaine. Désormais, il n'y aura plus de délégués du gouvernement. Il va donc y avoir ce qu'on appelle le maire de la ville 2. Et ce maire de la ville 2 va être élu par la totalité des conseillers municipaux qui sont partis des communes d'arrondissement. Et cette fois-ci, ce maire de la ville sera un autochtone de la région. En clair, dans la région de Yaoundé. À Yaoundé, par exemple, le maire de la ville pourra provenir de Bafia, d'Union Ekele, d'Union Esso, ainsi de suite. Ce qui n'avait jamais été le cas. Et ça, c'est une avancée, selon vous? C'est une avancée considérable. Et je voudrais réitérer ici ce que je disais tantôt.
toute œuvre humaine est perfectible. Nous sommes en train de construire quelque chose qui n'existait pas encore, parce que ces maires de la ville vont être des élus. Ce qui fait qu'il faudra d'abord qu'il soit un conseiller municipal lui-même, parce que cet aspect a été discuté en commission. Est-ce que le maire de la ville doit absolument être d'abord conseiller municipal? Cela allait de soi, parce qu'on ne peut pas prétendre être candidat à l'élection de maire de la ville si on n'est pas déjà conseiller municipal. Alors, je voudrais que vous répondiez un peu c'est pas une question, mais à la crainte, à la préoccupation du fils de Célestin Bédigui, qui peut être le fils de tout le monde. Alors, il est issu d'un parent du centre, d'un papa du centre, d'une maman de l'Ouest. Il est né à Douala. Il est originaire d'où? Une dame qui est originaire du centre et qui est mariée dans le littoral, elle est originaire d'où? Où sont ses prétentions? Jusqu'où peut-elle aller? Alors, il faut rappeler un principe qui est observé dans notre société. L'enfant a toujours un père et une maman, n'est-ce pas? Même si ceux-ci ne sont pas vivants ou ne sont pas connus. Et l'on sait que la filiation de l'enfant se fait de deux manières. Ou bien il est affilié à son père et il est donc autochtone de cette région par son père. Ou bien il est affilié à sa maman et il est autochtone de cette région par sa maman. C'est tout candidat, n'est-ce pas, au poste de maire de la ville ou au poste de président du conseil régional qui pourra lui-même donner les preuves de sa qualité d'autochtone par rapport à l'un de ses deux parents. Alors, je voudrais qu'on reste sur cette question, Dr Tony, et je voudrais partager avec vous cette réflexion de Madame Alice Sadio, qui est militante de l'AFP et qui dit ceci. Elle dit que la notion d'autochtonie n'est plus ni moins qu'une trahison du principe de personnalité nationale contenu dans le préambule de la Constitution du Cameroun. Maître. Ah non, moi je ne dirais pas cela, parce que je voudrais rappeler en ceci que nos institutions, qui ne sont que perfectibles, ont déjà eu par le passé à mettre en place des personnalités qui ont occupé ces postes. Et j'ai fait remarquer tout à l'heure que dans le cas, par exemple, des délégués gouvernementaux, le gouvernement, le président de la République avait toujours pris soin de nommer à la tête de ces communautés des personnalités issues de cette communauté. Et ça n'a jamais posé de problème à qui que ce soit. Aujourd'hui, cette notion qui est introduite est plutôt une avancée par rapport à ce qui se faisait dans le passé. Sauf que certains pensent que cette notion, Célestin Bédigui, que cette notion met ensemble d'autres notions ou d'autres valeurs, notamment celle du vivre ensemble, celle de l'intégration nationale. Est-ce que c'est votre point de vue? Oui, mais évidemment. Je m'aligne parfaitement au souci exprimé par Mme Sadio, parce que au-dessus de toute considération, on peut dire, contingentielle ou circonstancielle, je crois qu'il y a la question de l'identité camerounaise. Qui est camerounais? À partir du moment où on est camerounais, et quel que soit l'endroit où on se trouve, selon l'endroit où l'on se trouve au Cameroun, comment ou pourquoi doit-on être soumis à une jouissance limitée des droits offerts aux autres citoyens qui vivent avec vous dans un espace déterminé, motif pris de ce que la colonisation a surpris votre communauté à un certain emplacement et que de ce fait, c'est depuis l'arrivée des Blancs que vous êtes autochtone de telle zone autochtone. Encore, et je me permets d'insister dessus, nous ne saurons faire l'économie de ce débat sur le contenu à donner au terme autochtone. Vous savez, il s'agit ici de prévoir, et on dit gouverner
c'est prévoir. Nous sommes là face à une situation et lorsqu'on essaye de développer ou de se projeter dans l'avenir, on se rend bien compte qu'on risque de se retrouver devant des espaces et pas seulement des impasses, mais pas seulement devant des impasses, mais également on risque de se trouver en train de nourrir des frustrations qui peuvent se manifester de manière tout à fait inattendue. Et donc, par rapport Célestin Bédigue, je voudrais que nous arrêtions sur un mot que vous venez de prononcer, frustration. Oui. Alors, qu'en est-il des autochtones ou des minorités dans une ville comme Douala? Est-ce que la loi n'a pas également pour objet ou alors le droit de protéger ces minorités-là à travers justement ce type de disposition? Alors, il aurait peut-être mieux valu, pour plus de transparence, qu'on parle des minorités, plutôt que de parler d'autochtones. Parce que quand on parle d'autochtones, sans avoir donné un contenu à expliciter cette notion-là, ça crée justement ces frustrations. La protection des minorités est une exigence, on peut dire, légale, mais quand on se projette dans l'avenir, d'ici un siècle ou même moins, la notion de minorité devra avoir été dissoute dans l'identité nationale. Parce que les 60 ans que nous avons passés jusque-là depuis notre indépendance ont été consacrés à former une nation. Et la nation crée l'identité. Et cette identité doit ouvrir des droits équivalents à un Camerounais, quel que soit l'endroit où il se trouve. Alors, sauf que dans une région, dans une ville comme Douala, dans une ville comme Yaoundé, les autochtones, justement, sont en situation de minorité et subissent la dictature du nombre des populations qui viennent d'autres régions. Je vois Emmanuel qui sourit, mais voyez-vous, en principe, c'est un travail où cet état d'esprit montre bien que l'intégration nationale qui devrait se consolider chaque jour, c'est-à-dire qui devrait permettre à un citoyen de se sentir d'abord citoyen, de se reconnaître dans la citoyenneté camerounaise plutôt que dans l'identité de son père ou de sa mère ou toute conséquence de cette nature. Ça veut dire que ce travail doit être approfondi et même voire accéléré. Je comprends très bien. J'ai suivi au grand débat et partout ailleurs, surtout dans les plateaux de télévision, les positions prises par certains de nos compatriotes qui souffrent. C'est une réalité elle est là. Mais est-ce que c'est en figeant les choses, en ossifiant une situation qui de toutes les façons est appelée à se diluer dans le temps et à finir par créer cette identité camerounaise à la recherche de laquelle nous sommes depuis. Je voulais terminer. Oui. Est-ce que c'est une mesure d'ossification qui apporte une solution, ou bien est-ce que la solution n'est pas ailleurs? Et même si la solution devrait être ailleurs, il faudrait qu'un consensus, au moins. Ce que je réclame le plus, c'est qu'un consensus, une entente mutuelle soit obtenue autour de cette notion d'autochtone. Alors, maître, sur la question de la protection des droits des autochtones ou des minorités, c'est selon. Justement, je voulais souligner dans ce débat que jusqu'à présent, c'est le président de la République qui s'est toujours évertué tout seul à essayer de maintenir les équilibres entre les régions. Et pour cela, il fallait toujours qu'il travaille tout seul à déterminer quel sera le profil de la personne qui sera responsable de ceci ou de cela. Pas tout seul, quand même. Mais maintenant, Président, il faut bien se l'avouer. La démocratie est en marche. C'est les Camerounais eux-mêmes qui vont pouvoir faire ce travail. Le code n'est là que pour fixer le cadre. Mais c'est les Camerounais eux-mêmes qui vont devoir voter leur maire de la ville. Nous sommes d'accord. Comme ils vont élire leur président de conseil régional. Nous sommes d'accord. On fixe le cadre pour que les participants puissent travailler à partir de ce cadre-là. Donc, tout ce que vous dites aujourd'hui, ce sont les électeurs qui vont apprécier
si celui-là est véritablement issu mais autochtone. Il faudrait qu'il remplisse les conditions fixées par la loi. Par la loi. C'est ce que ces conditions-là que nous interrogeons. Et la loi dit que le maire de la ville doit être originaire de l'une mais bien sûr, de l'un des arrondissements de la ville. Il doit être ressortissant de la région. De la région. De la région, tout à fait. De la région. Bon, cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand les candidats se présentent pour les élections de maire de la ville, les conseillers municipaux qui vont élire le maire de la ville vont d'abord statuer sur la recevabilité d'une candidature. Et ce problème va donc se poser à ce niveau-là. Si les conseillers municipaux décident que tel, au vu de ceci ou de cela, est vraiment autochtone de notre région, eh bien, il pourra être élu président ou le maire de la ville concernée. Mais justement, c'est que le problème est là. Quand vous dites est d'abord la condition, comme dit madame, quand il faut d'abord soumettre l'éligibilité de quelqu'un à une condition que nous autres, nous estimons ne pas devoir en être une. C'est là le problème. Le fait que la condition soit déjà gravée dans la loi ne veut pas dire que cela doit être forcément accepté. Nous demandons tout simplement que très rapidement, on revienne dessus et qu'on engage une conversation nationale pour savoir exactement. Parce que s'il vous plaît, maître, il faut vraiment vous mettre dans la peau de ces Camerounais qui sont nés à Garoua, je donne un exemple, originaire du sud, ou bien de ces étones. J'allais en Compina, là, sur la route de Konsamba. Il y a des étones qui sont là-bas depuis qu'on construisait la voie de chemin de fer. Ils ne sont jamais revenus ici chez nous, mais tout à coup, ces gens vivent au-dessus de leur tête avec un plafond de verre qui fait qu'ils ne peuvent pas parvenir à une position, même s'ils ont certaines aptitudes. Nous pensons que cette limitation-là doit être corrigée très rapidement afin que tout Camerounais se sente chez lui et de plein droit. Moi, je voudrais que vous vous mettiez dans la peau du Sawa qui est dans la ville de Douala, et qui ne peut pas prétendre être maire de la ville chez lui parce qu'on lui oppose la dictature du nombre, parce qu'il est originaire d'une localité ou bien d'une ville cosmopolite. Comment lui doit se sentir à ce moment-là? Moi, je suis très content parce que à l'entame de ce débat, le président Bézigui a félicité l'action judiciaire camerounaise. Absolument. Il a estimé qu'une décision a bien été rendue dans son cas par le Conseil constitutionnel. Je crois ici c'était le tribunal administratif. Le tribunal administratif pour les communes. Je voudrais qu'on puisse expliquer aux téléspectateurs que tout ce dont nous parlons aujourd'hui, tout ce qui est dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées peut faire l'objet d'un recours en justice. Tout candidat à tout poste électif peut saisir le tribunal administratif lorsqu'il trouve devant une situation qu'il trouve révoltante. Et je vous ai dit à l'entame de ce débat que toute œuvre humaine est perfectible. C'est certain que ce débat sur l'autochtonie va connaître, n'est-ce pas, des prolongements au cours des élections qui suivront. Et c'est tout à fait certain que le législateur pourra revenir pour définir, comme le président l'a dit, pour définir ce que c'est exactement que l'autochtonie. Ou renforcer l'autochtonie. Voilà. Par exemple, que la semaine dernière, nous recevions le député Marlise Douala-Bel sur ce plateau qui, elle, estimait que cette mesure-là doit être élargie même aux communes d'arrondissement. Voilà. Donc, ça ouvre le débat. Ça, c'est certain, ça ouvre le débat. Mais, entendons-nous d'abord que pour le moment, il faut commencer. Et il faut commencer sur des bases claires. Parce que ces bases-là ont souvent été observées par le chef de l'État tout seul dans son cabinet. Maintenant, ce sont les électeurs eux-mêmes qui vont pouvoir les définir. Mais, je voulais dire quelque chose d'important. Oui. Je disais à quelqu'un hier que
le code de la décentralisation va certainement entrer dans l'histoire comme étant l'une des plus grandes œuvres posées par le président Biya pendant ses mandatures. On pourrait même, dans une certaine mesure, considérer que dès sa mise en œuvre, à partir du 1er janvier ou après les prochaines élections, nous verrons en place un nouvel État au Cameroun, parce qu'il y a un nouveau mode de dévolution et de pouvoir et de ressources publiques au Cameroun à travers l'application de ce texte. Ceci étant, comme le dit Maître Emmanuel Mbiam, il est évident qu'il y a des points sur lesquels il faudrait que nous revenions à nouveau, que nous ouvrions le débat, d'autant plus que, et bien heureusement, il l'a évoqué tout à l'heure, que s'il y avait des blocages, peut-être même avant que l'Assemblée n'intervienne, la voie judiciaire, à travers la jurisprudence, peut peut-être rétablir certains Camerounais dans ce qu'ils croient estimer. Je voudrais souligner, Lucrèce, en continuant le propos du président Bézigui, je voudrais souligner que, en ce qui concerne, par exemple, la gestion des communes, des conseils municipaux. Je voudrais, permettez-moi de redonner la parole à Célestin Bézigui, qui parlait justement de ce texte comme étant un texte parmi les plus importants que le chef de l'État aura donné aux Camerounais. Et je me rends compte, en vous écoutant, que vous avez progresser dans votre manière de voir les choses. Justement. Laissez-moi vous poser la question. Je vous m'en venir. Laissez-moi vous poser la question, M. Célestin Bézigui. Alors, lorsque je lisais votre tribune cette semaine, vous dites dans cette tribune que parlant de la tutelle de l'État, vous croyez que le pouvoir central n'a rien concédé sur le fait. Justement, vous permettez. En quelques mots. Oui, non, vraiment très rapidement. La critique, j'ai émis 2 critiques dans ma tribune. La première est qu'il y a des matières qui sont dans ce texte, que l'on a les mettre dans ce texte, que de mon point de vue, auraient dû être insérées dans notre constitution sous forme d'amendement ou d'addendum, pour qu'on aurait eu ainsi, par la même occasion, saisi l'occasion de fixer l'inviolabilité de la constitution. Parce que lorsque des dispositions relatives notamment au statut spécial sont plutôt mises dans une loi comme celle-là, alors qu'elles devraient être mises dans la Constitution, ça ne leur donne pas la solidité constitutionnelle dont elles devraient bénéficier. Première chose. Deuxième chose, le vrai problème que nous avons dans notre pays, le malaise que nous avons dans notre pays, c'est celui et Maître Mbiam ne me démentira pas, c'est celui du système jacobin que nous avons hérité de la colonisation française, qui veut que le pouvoir jusque-là était concentré, très fortement concentré au centre. Maintenant, il y a des décisions qui sont prises qui donnent l'impression que celui-ci est en train d'être renvoyé à la périphérie. Mais je dis le pouvoir, c'est pas seulement la légitimité, mais c'est également les ressources. Et le fait, de mon point de vue, que rien que 15% de ressources soient dévolues aux communes, me donne comme une indication que le pouvoir central, le jacobinisme, ne veut pas se dessaisir des moyens. On va revenir sur cette dotation générale de la décentralisation dans quelques instants. Je voudrais justement que vous preniez la parole, Maître Mbiam, pour bien nous dire cette autonomie des collectivités territoriales décentralisées, elle correspond exactement aux desiderata des populations, des communes qui ont été exprimées. Est-ce qu'elle correspond au pilier même de la décentralisation qui veut qu'il y ait d'un côté l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées, le choix libre des élus d'une part donc, et d'autre part l'exercice de la tutelle par l'État? Bien. Alors, je voudrais préciser 2 choses. Comme l'a dit le président Bézigui, tout le monde a constaté qu'il y a une omniprésence de l'État dans la gestion des affaires des conseils municipaux et des conseils généraux. Ça, c'est la première appréciation qui est faite par ceux qui lisent le texte en diagonale. La deuxième observation qui est faite, c'est que le texte que nous avons voté à l'Assemblée nationale est un texte qui fait une compilation des solutions qui avaient été adoptées lors des blocages constatés au niveau des conseils municipaux. C'est ainsi que la présence des représentants de l'État
pour accompagner la gestion de ces conseils municipaux est une présence qui s'est avérée nécessaire pour fluidifier le travail de ces conseils, pour enlever tous les blocages possibles et pour procéder aux sanctions de certains excès. Des conseils municipaux, par exemple, qui étaient absents, des conseils municipaux, par exemple, qui étaient absents, qui ne venaient pas et qui bloquaient le travail. Absolument. Et dans ce contexte-là, par exemple, un conseiller municipal qui manque à 3 séances successives du conseil municipal peut être déclaré démissionnaire par le ministre de la décentralisation. De même, un maire qui ne réside pas dans le territoire de gestion de la commune peut être sanctionné par le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées. Autant de mesures qui permettent qu'il n'y ait pas un blocage de l'activité des conseils municipaux. Et qu'en est-il de l'autorité administrative qui, elle aussi, bloquait parfois le travail des conseils municipaux? J'y vais là-dessus. Alors, il y a un contentieux qui est maintenant mis en place. Lorsque le conseil municipal vote une délibération, cette délibération doit être notifiée aux représentants de l'État. Cette fois-ci, on a mis des barrières. Le représentant de l'État dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer. S'il ne se prononce pas, cette délibération est exécutoire de plein droit. Maintenant, s'il s'oppose, il écrit une lettre au conseil municipal pour lui demander de procéder à une seconde lecture. Cette lettre-là vaut sursis à exécution de la délibération contestée. Mais maintenant, une personne extérieure qui intervient dans le contentieux, c'est le tribunal administratif. Lorsque le représentant du gouvernement trouve que une délibération est illégale, il saisit le tribunal administratif. Et là encore, nous avons des délais. Le tribunal administratif a un délai d'1 mois pour rendre sa décision. Mais avant ça, à la demande du représentant de l'État, il dispose de 48 heures pour se prononcer sur une décision de sursis à exécution. C'est clair. Alors, je voudrais, Célestin Bédiké, que nous revenions sur la dotation générale à la décentralisation que vous semblez minorer, qui passe pourtant de moins de 5%, parce qu'elle oscillait entre 3,5 et moins 5%. Et là, elle est de 15%. 15% du budget. En valeur des recettes de l'État. Ouais. Alors, ça, c'est bien en valeur relative. Mais lorsqu'on va en valeur absolue, on se rend bien compte qu'on passe de 32, voire 36 milliards de francs CFA à près de 600, voire 700 milliards, si on prend, par exemple, en considération le budget actuel. Mais justement, madame, c'est considérable. Vous permettez. Mais justement, lorsqu'on prend 600 milliards de francs pour gérer les 25 millions de Camerounais que nous sommes, parce qu'il faut bien le dire, ce sont les administrations de collectivités qui gèrent la vie au jour des Camerounais. Il faut bien le dire. L'État en tant que tel, la superstructure de l'État, bon, elle gère la gestion ou la mobilisation des moyens supérieurs de l'État, mais lorsqu'il faut que on regarde qui a une action directe sur les Camerounais, ce sont les collectivités locales décentralisées. Alors que sur un budget de 4 900 milliards de francs, on ne concède à ces administrations-là que 15%, alors que c'est elles qui gèrent la vie locale des Camerounais. Alors, quand vous parlez de 15%, je voudrais que vous continuez. Vous dites 15%, mais là, il ne s'agit que de la dotation générale à la décentralisation. Mais à côté, il y a d'autres ressources. Et le fait que certains départements ministériels se dessaisissent de certaines matières fera donc en sorte que les communautés, les CTD disposent davantage de ressources qui leur sont directement affectées. Non, vous permettez. Il faut bien qu'on se comprenne là-dessus. J'estime que dans cette répartition des moyens, le pouvoir central ne fait que conforter sa position de toujours, c'est-à-dire dans un esprit jacobiniste, il contrôle
une partie excessive des ressources publiques, c'est-à-dire 600 milliards sur 49, mais 4 900 milliards, c'est-à-dire à peu près les 6/7. Non, je crois que la responsabilité, et ça, on doit s'en féliciter. Il s'agit des recettes. J'entends bien, oui, bien sûr, je dis bien, la responsabilité, la lourde responsabilité et la multitude des domaines dans lesquels les communes auront à assumer désormais une responsabilité de gestion directe. Parce que ce texte, en ce sens-là, est révolutionnaire. Hein. C'est pratiquement... Les communes, désormais, seront comme des petits États. C'est-à-dire vous le reconnaissez, enfin? Non, mais je le reconnais. Je le dis. Non, mais je dis, les communes seront comme des petits États. Oui. Je dis, alors, à ces petits États-là, on ne peut pas allouer 15% du budget. Non, moi je serais partisan à ce qu'on leur alloue, qu'on inverse même la proportion, que l'État central garde 20% ou 25% et que 65% ou non, entre 85% et 50% aillent au niveau des communes, madame. Il faut, si vous le permettez, il faut entrer dans nos villes secondaires. Et je n'apprends rien à Maître Mbiam, qui est député d'une zone rurale, qui a été conseiller municipal, pour voir l'état d'arriération de l'environnement ou des conditions de vie de ces populations. Nous ne pouvons pas relever le défi d'en faire des citoyens de plein droit sans y mettre les moyens appropriés. Et il faut pour cela un mouvement tectonique, c'est-à-dire qu'il transférait au moins 50% des ressources collectives. Qui parle? Absolument. Le futur maire de... Absolument. Le futur maire de Bala ou de Non, de Monatélé. Absolument. Je me battrai pour ça. C'est-à-dire il faut que 50% des ressources de l'État soient envoyées dans les communes, puisque désormais, on reconnaît que les communes ont le devoir, parce que c'est d'abord une question de devoir et de responsabilité, de gérer le quotidien des Camerounais. C'est entendu. Bon, je voudrais tout simplement ajouter que la dotation qui va être celle accordée aux collectivités territoriales décentralisées sera de 15% du budget national. Et cet argent va aller directement... 600-700 milliards de francs CFA par rapport à 33 milliards, 36 milliards. Non, c'est pas parce qu'on parle des bas qu'on doit considérer que ce qu'on... Cet argent sera directement versé aux collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est une première innovation. La deuxième innovation, c'est qu'il n'y a pas que cet argent. Il y a des subventions qui vont provenir des institutions particulières. Comme l'a rappelé si bien Lucas tout à l'heure, beaucoup de ministères vont être dessaisis de leurs limites d'intervention. C'est déjà fait. Voilà, par des délégations de services. Eh bien, cela va s'accompagner de moyens financiers appropriés. Et voilà encore de l'argent. La fiscalité. Et bien sûr, la fiscalité locale, n'est-ce pas? Et voilà autant d'argent qui vont tomber dans l'escarcelle des collectivités territoriales décentralisées. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, vous l'avez si bien rappelé, nous sommes au début d'un mouvement qui va être très important. Et certains experts vont même jusqu'à 1500 milliards de francs CFA en termes de ressources. Et je voudrais rappeler... On aurait terminé, mais attendez, je voudrais rappeler juste une chose. Ce texte envisage la mise en place, n'est-ce pas, d'une fonction publique locale. Forcément. C'est ce que je dis. Nous avons souligné qu'il va y avoir l'embauche des jeunes. Bien sûr. Vous savez que notre pays est confronté au chômage des jeunes. Et cette fonction publique locale va pouvoir absorber un bon nombre de jeunes de chez nous qui pourront évoluer dans des conditions stables. Mais nous applaudissons à cela, madame. Si vous permettez, en quelques secondes. Nous applaudissons. Et justement, ces jeunes, ils seront payés avec quoi? Parce que quand on parle de 600 milliards divisé par 300 communes, ça fait 2 milliards pour chaque commune. Et vous avez été vous-même conseiller municipal, 2 milliards de francs à une commune pour régler les problèmes que nous avons dans les communes. C'est insuffisant parce que le reste d'argent, il est conservé ici à Yaoundé, à ce que les gens s'offrent des grosses voitures et tout le reste.
Qu'on envoie l'argent dans les bases, qu'on envoie les gens dans les communes, qu'on donne à chaque commune, pas 2 milliards de francs comme pour la dotation pour le faire, mais qu'on donne à chaque commune, dès l'année prochaine, dans 2 ans, on leur donne 5 milliards et qu'on passe à 10 milliards de francs et vous verrez le pays être transformé. Voilà, c'est entendu. On a essayé de faire le tour de la question. Nous avons essayé de parler, de révisiter un peu ce code général des collectivités territoriales décentralisées tel qu'il a été proposé au Parlement. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. Merci à Georges Ouana qui est également avec nous sur le plateau. La presse de la Seine. Merci, bonsoir.